Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre participation, votre présence virtuelle aujourd'hui pour ce webinaire consacré à la situation en Afrique du Nord et au Moyen-Orient suite à la pandémie du Covid-19. Donc, j'espère tout d'abord que vous allez bien et que vous avez eu l'occasion ou que vous prévoyez tout prochainement de profiter de la réouverture depuis hier des restaurants et des bars. Voilà. Donc, ces sessions de webinaire sont organisées dans le cadre de la continuité de nos activités à l'international. Donc, Hub Brussels a décidé d'organiser toute une série de webinaires afin de maintenir le contact avec les entreprises. En effet, toutes nos actions physiques ont été stoppées du jour au lendemain dès le début de la crise. Et l'annulation ou le report de nos missions économiques ça a été direct. Et donc, effectivement, on a eu des reports, des missions qui ont été reportées. Certains salons sont reportés. Par exemple, on en parlera tout à l'heure, mais le salon, le JTEX, a été reporté en décembre. C'est le salon des nouvelles technologies à Dubaï. Il y a aussi effectivement l'Expo universelle, on en parlera aussi, qui a été reporté. Mais en attendant, du coup, on a décidé d'organiser toute une série de webinaires pour faire un peu l'état des lieux de la situation dans le monde. La reprise des activités impliquant des regroupements de personnes s'annonçant très progressive dans certaines parties du monde. Nous allons encore prévoir d'autres événements de matchmaking via des solutions virtuelles et digitales dans les prochains mois. Donc, restez à l'écoute et tenez-vous informés via nos réseaux sociaux et via notre newsletter pour connaître tous les prochains événements que nous allons organiser. Alors, je vais vous partager la présentation. Voilà. Donc, aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir avec nous Karim Taour, Sébastien Hardy et Samuel Servas. La présentation va se dérouler de la façon suivante. Je vais commencer. Donc, je suis Guylain Bredel, je suis Area Manager dans l'équipe Export de Bruxelles, l'agence bruxelloise pour l'accompagnement d'entreprises. Je suis en charge de la zone Afrique du Nord et Moyen-Orient. Mes collègues Sébastien est basé à Tunis et s'occupe des marchés algériens et tunisiens. Et Sam Servas est basé à Kuwait City et est en charge du Koweït, du Qatar, du Bahreïn. Donc, mes deux collègues feront le topo de la situation dans certains pays du Maghreb et du Golfe. Et nous avons aussi aujourd'hui avec nous le plaisir d'accueillir et nous allons pouvoir entendre Karim Taour, qui est responsable Moyen-Orient chez Imakina. C'est une agence digitale belge qui aide les entreprises pour leur communication et leur transition numérique. Donc, cette société est située à Watermal-Boisfort, à Bruxelles. Imakina a ouvert un bureau il y a quelques années à Dubaï. Il a connu une croissance rapide dans la région. Et donc, Karim nous expliquera les enjeux du secteur digital pour développer son business dans les pays du Golfe. Ce sera, je pense, un point de vue très intéressant avec la situation que nous connaissons actuellement. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long de ce webinaire via la possibilité via WebEx de poser vos questions. Nous tenterons d'y répondre à la fin de ce webinaire. Pour les questions qui concernent des cas bien spécifiques ou qu'on n'aurait pas eu le temps d'aborder lors de ce webinaire, on reste à votre disposition. Nous assurerons aussi un suivi par mail pour toutes ces questions. Nous pourrons également transmettre ces questions à nos collègues en charge des autres pays de la région, parce qu'en effet, aujourd'hui, effectivement, pour des raisons de temps, on s'est limité à quelques orateurs, mais nous sommes présents dans quasiment tous les pays de la zone Afrique du Nord, Moyen-Orient, et donc effectivement, nous pourrons relayer vos questions auprès de nos collègues de Hub Brussels et également de FIT et AWEX, les homologues flamands et wallons qui nous représentent dans certains pays de la zone. Voilà. Voilà. Donc, pour commencer, vous pouvez constater sur cette carte de la zone Afrique du Nord, Moyen-Orient, que les chiffres d'infection Covid-19 sont les plus élevés dans les parties asiatiques de la zone. Avec un pays qui ressort tout particulièrement, c'est l'Iran, qui doit maintenant faire face à des inquiétudes liées au signe d'une deuxième vague. Donc, pour les Iraniens, frappés durement par l'épidémie du Covid depuis le mois de février, le retour à la normale pourrait être de courte durée. Le 4 juin, le pays a enregistré un nombre record de cas quotidiens avec plus de 3500 nouveaux cas officiellement recensés en 24 heures.
Certains professionnels de santé craignent que la levée progressive des restrictions depuis le mois d'avril, imposée par une situation économique dégradée en raison des sanctions américaines, ait précipité une nouvelle vague de contamination. Donc, les autorités appellent la population à ne pas baisser la garde face au risque d'un retour à la situation de crise aiguë traversée par le pays au mois de mars. Donc, on peut voir effectivement dans cette zone, vous ne voyez pas l'Algérie parce que ce sont les chiffres qu'on a de l'agence OMS pour la région Eastern Mediterranean Region, mais effectivement, l'Algérie est couverte par l'agence africaine de l'OMS, mais les chiffres sont tout à fait comparables à ceux du Maroc et de la Tunisie. Donc voilà. Sébastien nous donnera d'ailleurs un peu plus d'informations sur la situation en Algérie. Donc voilà, là, vous avez un petit ranking des cas de contamination et on fait effectivement qu'après l'Iran, le deuxième pays le plus touché par le nombre de cas, c'est effectivement l'Arabie Saoudite. Et en bas du classement, nous avons les pays du Maghreb et puis effectivement aussi des pays comme le Liban, la Jordanie. Voilà. Donc là, je vais vous montrer plusieurs courbes qui sont assez intéressantes. Donc là, comme je le disais, pour l'Iran, on voit bien qu'on est confronté à une deuxième vague. Donc il y a vraiment un déconfinement trop rapide qui était presque imposé suite aux sanctions et le pays ne pouvait plus continuer à maintenir sa population en quarantaine. Et donc effectivement, on voit vraiment cette deuxième vague. Pour l'Arabie Saoudite, on voit toujours, ça Sébastien en parlera, Sam en parlera un peu plus, qu'on est toujours dans une courbe ascendante pour la propagation du Covid. Et effectivement, l'Égypte aussi, toujours dans une courbe ascendante. Concernant le Maroc, là, on voit effectivement qu'on est dans une situation de descente, mais c'est intéressant de noter que donc là, effectivement, les échelles pour les pays comme l'Iran, l'Arabie Saoudite et l'Égypte se comptent en milliers de contaminations. Pour le Maroc, là, on est en centaines de contaminations, donc on voit effectivement que le Maroc est quand même beaucoup moins touché. Mais malgré ça, c'est un pays qui connaît une situation de quarantaine et de mise en quarantaine très stricte de la population parce qu'effectivement, ce sont des pays qui font très attention, qui ont des systèmes de soins qui sont assez fragiles et donc ils ont mis tout en œuvre pour éviter qu'effectivement une propagation du virus se déclenche et qu'elle ne puisse pas être contrôlée. Voilà, donc au début de cette année, les perspectives pour la région MENA étaient celles d'une croissance économique continue, bien qu'à un rythme modéré dans la plupart des pays. Le prix moyen du pétrole devait rester légèrement inférieur à $60 en 2020 et la majorité des exportateurs de pétrole devaient stabiliser leur solde extérieur et étaient sur le point d'équilibrer leur compte budgétaire. Aujourd'hui, les perspectives sont complètement chamboulées avec le Covid-19 qui porte un coup sans précédent à tous les pays de la région. L'impact du choc devrait être plus important que celui de la crise financière mondiale, les économies ayant été au point mort dans le cadre des mesures de confinement à l'échelle nationale, avec un impact plus important sur la croissance des pays exportateurs de pétrole. L'Égypte est le seul pays de la région où le FMI ne s'attend pas à une récession. Les plus fortes contractions du PIB réel sont attendues en Libye avec moins 58% du PIB, qui sont liées au conflit en cours et à la baisse du prix du pétrole, et le Liban avec moins 12% du PIB, où cette contraction est liée à l'impact de la crise politique et économique actuelle, en plus de la pandémie du Covid-19. La pandémie de Covid-19 et les mesures de confinement connexes ont provoqué une contraction sans précédent de l'activité économique et un effondrement de la demande des produits pétroliers. Le résultat a été l'un des plus grands chocs des prix de l'histoire sur le marché de l'énergie. Bien que le prix pourrait augmenter à nouveau rapidement dans le cas où l'activité économique reprendrait plus rapidement que prévu, il devient de plus en plus improbable que cela se produise cette année. Par conséquent, il est très probable que nous entrions dans une période de baisse des prix du pétrole à plus long terme. Pour tous ces pays exportateurs de pétrole, l'impact sera prononcé, car pour ces pays, le prix du pétrole a été le principal moteur des perspectives économiques.
Mais il faut tout de même noter que les principaux pays exportateurs de pétrole se sont mis tout récemment d'accord pour prolonger d'un mois encore l'accord obtenu fin avril de réduire fortement leur production. Et cet accord vise à soutenir cette remontée progressive des prix. Alors, les mesures de confinement affaiblissent considérablement la demande des consommateurs, notamment dans le tourisme et l'hôtellerie. Ces secteurs sont essentiels dans des pays tels que Bahreïn, l'Égypte, le Qatar, la Jordanie, le Liban, la Tunisie ou les Émirats arabes unis. Donc, c'est un des secteurs de l'économie les plus touchés par cette crise. Le choc subi par l'industrie mondiale du tourisme pourrait représenter 45 à 70% de la production du secteur en fonction de la gravité de la pandémie. De nombreux pays adoptent des mesures ciblées pour soutenir l'industrie du tourisme dans leur pays. Les mesures de confinement et le coût porté à la croissance économique aux États-Unis, à l'Union européenne et en Chine entraîneront également une diminution des arrivées de touristes en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Donc, cette baisse de l'activité touristique devrait avoir un impact significatif dans de nombreux pays de la région, tout particulièrement ceux qui dépendent fortement du tourisme. Et donc, ça, c'est le cas de pas mal de pays dans la région, notamment le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, le Liban. Par exemple, pour ne citer que l'Égypte, le secteur du tourisme contribue à près de 12% du PIB. On estime que les pertes des recettes touristiques représenteront les 2/3 des pertes totales du PIB causées par la crise. Pour les pays de la région qui ont vu un afflux important de réfugiés, comme l'Iran, la Jordanie ou le Liban, ou un grand nombre de personnes déplacées, comme en Irak, la crise du Covid-19 pose aussi des défis supplémentaires et pourrait encore accroître la pression des systèmes de santé déjà faibles. Donc voilà, ça c'était un peu un topo général de la situation. Maintenant, je vais passer sur 2 cas bien spécifiques. Celui du Maroc qui entre à partir de demain dans une phase importante de son déconfinement. C'est à partir du 10 juin, en effet, que les autorités marocaines ont décidé de déconfiner le pays. Mais on attend toujours les dernières informations. Il pourrait y avoir encore des mesures de prolongation de l'état d'urgence sanitaire dans le pays, avec encore des restrictions pour tout ce qui concerne les déplacements et le retour à la vie normale dans le pays. Les autorisations de circulation étaient distribuées et signées par des agents d'autorité de quartier. Et donc ça, à partir de demain, ça devrait être terminé. Le couvre-feu, il y avait un couvre-feu de 19h à 5h du matin. La circulation entre villes était fortement réglementée. Et effectivement, l'espace aérien fermé aux vols passagers jusqu'à nouvel ordre. Alors, on attend, ça c'est toujours des chiffres, des informations, on attend une confirmation, mais une ouverture des frontières avec l'Europe qui pourrait avoir lieu début du mois de juillet. Alors, concernant la perspective économique, la BIRD estime qu'il y a une contraction du PIB qui est estimée à -2 à -4% du PIB, et la reprise devrait donc être entamée en 2021 avec une reprise de 4%. Voilà. Donc, concernant les mesures de soutien des autorités marocaines, le Maroc a mis en place un comité de veille économique, et ce comité de veille a pris toute une série de mesures qui visent notamment le report d'échéances de crédit bancaire pour toute la période de la pandémie, donc qui va du mars au mois de juin, sans paiement de frais ni de pénalités. Des lignes de crédit supplémentaires garanties par l'État ont été mises en place pour les entreprises dont l'activité est maintenue, mais qui souffrent vraiment de difficultés pour leur trésorerie. Il y a aussi une suspension du paiement des charges sociales. Les salariés affiliés à la sécurité sociale marocaine a été décidé. Et donc, c'est une indemnité de 2000 dirhams net par mois. Et ça a été financé par un fonds spécial pour la gestion des effets du coronavirus. Et donc, effectivement, il y a aussi toute une série de fonds qui ont été débloqués au niveau de l'Union européenne. Il y a 300 millions d'euros qui ont été débloqués au profit du Maroc. La Banque africaine de développement a accordé un financement de 264 millions d'euros. Et donc, c'est un programme, dans le cadre d'un programme d'appui à la réponse Covid-19. Ça vise à améliorer l'efficacité de la réponse sanitaire des autorités, à appuyer les mesures publiques de soutien financier en faveur des employés du secteur formel et informel. Et effectivement,
pour finir, concernant la situation au Maroc, on peut noter quelques secteurs qui justement pourraient apporter. Justement, il pourrait y avoir des opportunités pour les entreprises belges suite à cette crise. C'est le secteur notamment la sécurité, la santé avec des équipements pour les hôpitaux et tout ce qui est produits équipements de désinfection, le secteur de l'agroalimentaire, tout ce qui est transformation et valorisation de la production, évidemment le numérique, ça on en parlera plus tout à l'heure, avec effectivement des possibilités pour le télétravail et tout ce qui est éducation à distance. Alors pour finir, la situation au Liban, un petit focus sur le Liban, avec pour ce pays un maintien de l'état de mobilisation générale nationale jusqu'au 5 juillet minimum, avec adaptation des horaires du couvre-feu. Donc dorénavant, le couvre-feu de minuit à 5 heures du matin. Les frontières et les aéroports sont toujours fermés jusqu'à fin juin, début juillet. Et tous les vols commerciaux vers le Liban sont annulés. Les déplacements sont autorisés, mais effectivement, il y a une circulation alternée en fonction des plaques d'immatriculation. Donc, les plaques paires un jour, les plaques impaires un autre jour. Donc, le Liban, effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, est confronté aussi à un contexte de crise sévère qui plombe les perspectives économiques. Et jusqu'à présent, le gouvernement libanais n'a pris aucune mesure concrète pour alléger les entreprises, ni adopté de plan de relance, mais cela est principalement dû au fait qu'il est financièrement incapable de le faire. Le Liban traverse sa pire crise économique et financière depuis la fin de la guerre civile et a demandé début mai au FMI un soutien financier et les négociations sont toujours en cours. Pour finir, concernant le Liban, il y a quand même quelques secteurs où il pourrait y avoir quelques opportunités. Durant la période de confinement, le gouvernement libanais a en effet décidé d'aller de l'avant pour la modernisation de leur réseau électrique, le réseau électrique du pays, et vise idéalement à construire 3 nouvelles centrales dans les prochaines années. Donc voilà, après avoir fait un focus sur la situation de ces 2 pays et un peu l'état général de la situation, je vais céder la parole à mon collègue Sébastien qui va faire le topo sur la situation sur ces marchés, donc c'est-à-dire pour la Tunisie et l'Algérie. Je te donne la parole, Sébastien. Vous m'entendez là, Guilain? J'ai pas reçu. Ok, il m'a passé en panéliste, mais il m'a pas prévenu le programme. Mais c'est pas grave. Bonjour à tous. Alors, je vais directement aller chercher cette présentation qui est là. Voilà. Normalement, vous devriez voir mon écran. Guilain, tu confirmes? Voilà. Alors, je vais vous faire un petit topo pour les 2 marchés que je couvre, c'est-à-dire l'Algérie et la Tunisie. Excusez-moi d'être un peu rapide, mais on a un temps imparti assez limité. Donc, tout de suite pour la Tunisie. Alors, la Tunisie, au niveau de la situation du coronavirus, c'est un pays qui a été relativement épargné, puisqu'on voit qu'on a pour finir à peine plus de 1000 cas et pour finir moins d'une 50aine de décès. Et que ces cas, enfin, il y a pratiquement plus de nouveaux cas depuis le début du mois de mai. Alors, il est évident que il y a peu de testing qui a pu être réalisé pour finir en Tunisie. Il est probable qu'il y ait plus de cas et plus de décès que ce qu'officiellement repris dans les statistiques, mais il est quand même évident que la Tunisie a été relativement épargnée, soit parce que voilà, il y a eu une chance dont elle a bénéficié en fermant relativement tôt ses frontières, ou alors avec des mesures de confinement et des couvre-feux qui ont été assez strictes et qui ont porté leurs fruits. Toujours est-il qu'aujourd'hui, et depuis donc le début, disons la mi-mai, on a un allègement progressif des mesures sanitaires de confinement et que ce qu'ils appellent le retour à la vie normale est prévu pour le 14 juin. Alors, retour à la vie normale, ça veut simplement dire que les industries, les commerces et les administrations vont pouvoir fonctionner à 100% avec l'entièreté de leur personnel, mais c'est un retour à la vie normale au sein de la Tunisie et c'est pas dans les rapports de la Tunisie avec les pays étrangers, la possibilité de voyager, de venir ou de sortir de la Tunisie pour l'instant. Alors sur ce sujet, la Tunisie a déclaré en fait
que normalement, ces frontières devraient se rouvrir au 27 juin. Alors attention, cette date peut encore changer. Il était initialement prévu que la frontière algéro-tunisienne rouvre au 3 juin, mais étant entendu que la situation sanitaire en Algérie semble moins sous contrôle que ce qu'elle est ici en Tunisie pour l'instant, cette date a été, enfin cette ouverture a été retardée et l'ensemble des frontières, la Tunisie ouvrira ses frontières à l'ensemble des pays le 27 juin. Maintenant, ça n'a pas forcément un énorme impact et ça ne veut pas dire que vous pourrez effectivement venir dès le 27 juin en Tunisie. Si vous regardez, il y a effectivement un vol, Tunis-Bruxelles le 27 juin et Tunisair a toujours conservé ses vols et il les a annulés en dernière minute. Donc celui-ci sera véritablement sans doute annulé et ce sera que lors d'un prochain vol que vous pourrez vous rendre en Tunisie. Quand est-ce que cela surviendra? Ça dépendra de l'Europe. Puisque la Tunisie peut ouvrir ses frontières, mais si l'Europe n'a pas ouvert les siennes, si l'espace Schengen n'est pas ouvert, vous ne pourrez pas voyager. Quand est-ce que l'Europe ouvrira? Étant donné que l'Europe, la circulation intra-européenne arrive vers le 15 juin, mais pas pour l'Espagne, ce sera le 1er juillet. Je pense qu'il y aura quand même encore un certain temps de latence et que ce sera pas, il faut pas prévoir des déplacements avant le 15 juillet au mieux pour vous rendre en Tunisie. Et encore, on ne sait pas si l'Europe, donc discussion que j'avais ce matin avec notre consul, on ne sait pas si l'Europe a décidé d'ouvrir toutes ces frontières extérieures en un seul bloc, auquel cas ce ne serait pas super avantageux pour la Tunisie, parce qu'alors ça voudrait dire que la situation Covid devrait être véritablement stabilisée dans le monde entier, et ça repousserait peut-être à septembre, ou si certains pays vont être choisis, ceux qui auront une situation sanitaire comme la Tunisie la mieux contrôlée. Et dans ce cas-là, mais la question subsistera de savoir si effectivement la Tunisie aura ou non ouvert ses frontières avec les pays voisins, que sont l'Algérie et la Libye, où la situation sanitaire est beaucoup plus compliquée. Donc voilà, aujourd'hui on est encore un peu dans le flou, on ne sait pas véritablement quand on pourra se rendre en Tunisie ou en sortir. Pour l'instant, des mesures sont à l'étude, donc ils n'ont pas encore décidé si oui ou non une quarantaine sera encore exigée. À l'heure actuelle, pour les Tunisiens qui reviennent de l'étranger, il existe encore une quarantaine, alors elle était de 14 jours et ramenée la semaine dernière à 7 jours. Il est question peut-être éventuellement que pour les hommes d'affaires voyageant en Tunisie, cette quarantaine ne soit plus demandée, mais qu'il y ait une présentation d'un test Covid négatif fourni avant de pouvoir voyager en Tunisie. Mais là encore, c'est assez vague puisque comme il n'y a pas de visa pour les citoyens européens pour vous rendre en Tunisie, comment est-ce qu'on va pouvoir distinguer un homme d'affaires d'un touriste? Donc la situation doit encore évoluer dans les semaines à venir. C'est sûr qu'au niveau européen, ils statueront à partir du 15 juin sur l'ouverture des frontières Schengen. Néanmoins, on peut prévoir que des opportunités nouvelles s'ouvriront en Tunisie suite à cette crise. Il est possible qu'un certain nombre d'industries relocalisent leur production en Tunisie pour disons, éviter de se retrouver dans le même piège avec l'entièreté de leur production en Chine. Ça a été le cas anciennement, il y a quelques années déjà, avec des industries textiles belges qui sont revenues en Tunisie après l'avoir quitté pour la Chine. Alors, si une relocalisation survient, je ne pense pas qu'elle soit massive et elle devra en tout cas être soutenue par des mesures aidant les investissements ici en Tunisie, mais qui n'ont pas encore été définis. Et il est vraisemblable que cette relocalisation se fasse dans les secteurs clés, qui ont toujours été les secteurs porteurs, dans lesquels la Tunisie a le plus d'expérience. Donc, c'est-à-dire principalement le textile et alors l'industrie des pièces électroniques et électriques, les compteurs, les fils électriques, que sais-je. Alors, d'autres secteurs sont les secteurs d'opportunité en Tunisie. C'est bien évidemment la digitalisation qui est une véritable volonté du gouvernement tunisien, mais on n'a pas encore vu un véritable démarrage de ce côté-là. Mais par contre, ce qu'on voit beaucoup, c'est une sous-traitance informatique. Beaucoup de sociétés françaises et maintenant belges ouvrent une succursale, une filiale ici à Tunis ou ailleurs en Tunisie, en vue de pouvoir engager des ingénieurs informatiques, informaticiens et des développeurs tunisiens et les faire travailler sur le développement de leurs programmes. Dernier point, qui est effectivement, Guylain l'a dit aussi, un secteur très important pour l'économie tunisienne, c'est le tourisme. Alors, depuis des années, la Tunisie est tout à fait informée qu'une nécessaire montée en gamme
de son tourisme doit intervenir parce que le tourisme 100% balnéaire en all inclusive, pour finir, ne rapporte que très peu de devises au pays. Donc il faut pouvoir s'orienter vers plus de valeur ajoutée. Et aujourd'hui, bon, on en est véritablement au pied du mur. La saison touristique va sans doute être amputée d'une bonne partie ou totalement. On ne sait pas si effectivement, s'il y a une réouverture des frontières et qu'on peut bénéficier du mois d'août, peut-être que les autorités tunisiennes pourront se rattraper sur ce tourisme occidental. Mais est-ce que la frontière tunisienne sera déjà ouverte aux Algériens qui sont historiquement ceux qui ont toujours sauvé le tourisme tunisien pendant les temps de crise, notamment dû au terrorisme? On ne peut pas encore le savoir. Mais toujours est-il que une nécessaire montée en gamme du tourisme sera nécessaire parce qu'à partir du moment où les transports deviendront plus complexes au niveau mondial, le coût de transport vers la Tunisie deviendra moins compétitif par rapport à d'autres destinations européennes, comme l'Espagne peut-être. Ils seront obligés de pouvoir proposer quelque chose de plus abouti, un tourisme culinaire, désertique, historique, qui est un véritable patrimoine culturel en Tunisie. Pour ce qui est de l'Algérie, la situation, bon alors là j'ai qu'un slide, mais c'est un tout qu'il faut comprendre, c'est-à-dire que la situation est peut-être un peu moins bien maîtrisée pour l'instant. On a 10 000 cas de coronavirus, mais ce sont 10 000 cas, donc ce ne sont pas 10 000 décès. Pour rappel, nous avons 10 000 décès en Belgique. En Algérie, il y a eu 10 000 malades avec un nombre de décès de 1000 ou 2000, je ne sais plus, mais qui est quand même relativement peu important par rapport à la population d'Algérie, qui est quand même 4 fois plus grande que celle de la Belgique. Néanmoins, là aussi, il est possible que l'entièreté des cas de coronavirus n'ait pas été détectée. Alors, l'Algérie est passée par différentes phases de confinement, déconfinement, reconfinement. Donc, il y a un peu d'hésitation pour le moment entre la nécessité de pouvoir faire fonctionner les petits commerces, les commerces de proximité, l'économie locale et effectivement la situation sanitaire. Mais toujours est-il qu'il n'est pas prévu qu'une ouverture des frontières prochaines intervienne, peut-être avec la Tunisie pour le tourisme estival des Algériens, mais rien n'est encore confirmé pour l'instant puisque la date du 3 a été repoussée. Néanmoins, l'Algérie souffre de cette crise du coronavirus, mais plus antérieurement d'une crise économique et politique qui a secoué le pays et beaucoup sentent que lorsque la crise du coronavirus sera partie, le Irak, qui est un mouvement de contestation contre le pouvoir en place, qui a obtenu le départ du président Bouteflika et l'organisation de nouvelles élections et qui conteste encore, effectivement, qui a encore des revendications politiques aujourd'hui, reprennent de la vigueur une fois la crise du coronavirus passée. Il faut savoir qu'en fait, cette crise politique survient à la suite d'une crise économique, tout simplement due par un prix du baril beaucoup trop faible par rapport à la nécessité, enfin l'équilibre budgétaire que doit atteindre l'Algérie, même si le coût de production du baril algérien est aux alentours de $20 et que on pourrait dire qu'ils pourraient encore gagner $15 le baril, en fait leur nécessité de financement interne leur amène le baril, enfin ils ont besoin d'un baril à 105, 110 $ pour être à l'équilibre budgétaire. Donc on en est très loin et l'État algérien puise dans ses réserves, ce qui les empêche peut-être aujourd'hui de réinvestir dans une véritable politique de relance basée sur des grands travaux et de l'infrastructure et d'orienter politiquement cette nécessaire diversification de l'économie algérienne. Donc, c'était véritablement un tout qu'il faut suivre. Le prix du baril, qui malheureusement risque d'être relativement bas pendant longtemps suite à la crise du coronavirus au niveau mondial, et le Irak, et effectivement l'évolution de la situation sanitaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sébastien. Donc, je vais tout de suite passer la parole à Sam, qui va nous faire le topo sur la situation dans certains pays du Golfe. Sam, je sais que tu es très direct et je pense que ça va être nécessaire parce qu'on va essayer de respecter le timing. Comme ça, tu nous fais vraiment le topo rapidement de la situation et comme ça, on pourra entendre Karim qui va nous expliquer toute l'impact pour le secteur digital. Ça va être très intéressant aussi. Merci, Sam, à toi. Hello, good afternoon, everyone. I'll just start my slideshow. I'll be as brief as possible, Gila. Promise. Voila. Yes, first of all, welcome to this MENA webinar. I'll present you very brief the COVID-19 situation in the GCC region. First and for all, I will present myself. My name is Samuel Souvais. I'm based in Kuwait and I cover Kuwait, Qatar and Bahrain. But in the entire GCC, we have colleagues at your disposal. So in Saudi and in Oman, and as well in the United Emirates, we have our colleagues
who will do their utmost best to help you in exporting your business. So don't hesitate to contact us. We are here for you. So let's start. My presentation is based on three little parts. First, a general overview of the COVID-19 situation in the GCC. Second, the economic impact and implications. And third, I will do a brief SWOT analysis. First, the COVID-19 infections and situation in the GCC. Well, it's a little bit difficult to compare 6 different GCC nations, so I have opted to use some kind of index. Well, I've used the Oxford University Stringency Index. And in some, this index is some kind of a score to describe the severity of measures that the government took to contain the COVID-19 crisis. So as you can see here, the legends 0 to 1 are no measures. In yellow, that are very light measures, information campaigns, for instance. And the more you evolve towards purple, the more restrictions on personal movements there are. So if we compare the situation in the GCC with Belgium, we have 2 small observations what we can make. First and for all, the first remark is that the situation in the GCC was more severe than in Belgium. You see the situation in Belgium on the second part of March, we went into lockdown. Nevertheless, it wasn't as severe as, for instance, in Kuwait, in UAE, and KSA, where they had curfews. They had complete lockdowns, and they still have curfews. So, first observation, it wasn't as severe as in Belgium. Second observation is that the GCC countries started earlier by adopting measures to contain the spread of COVID-19. You see here, they started more in the first part of March, while Belgium, in the first part of March, they didn't they didn't scale up their measures. And so it started earlier, and in the GCC, it lasts longer as well. As we can see here in Belgium, the second part of May, we already decreased our measures. Kuwait, they were still in full lockdown. UAE, they still have curfew, KSA as well, in Oman. The restrictions are even harder. So in a nutshell, the situation was more severe in government actions and restrictions, and it lasted earlier, it started earlier and lasted longer. Currently, we're now June, so every GCC country has an exit strategy. However, it ain't over until the fat lady sings, they say, because it's not over yet. They still have a large problem to contain the infections. Guylain mentioned as well KSA. As you can see here, these are numbers before the weekend, but you can see clearly KSA here, the top was here during the full lockdown, but now they are experiencing a second wave. Today there were 3,000 new infections, which is quite considerable. For instance, Belgium, we claim to have our infection rate under control, and we have a daily rate of 120 up to 150. So 3,000 cases in Saudi is quite enormous. Qatar, the same. Today we had approximately 1,500 cases again, and they have a very large infection rate as well, Qatar. It's only a population of 2.7 million compared to KSA, which is 33 million. So Qatar, the infections are not yet under control. UAE, you can clearly see they're over the peak. Kuwait, they reached the peak here in April, May, and it's not still under full control. We have approximately 700 infections on a daily rate. Bahrain was the first Gulf country that reopened its economy on the 10th of April, but now they start thinking that they reopened too soon, because now we see here a second wave is coming. Last but not least, Oman, the graph speaks for itself. We don't have it under control yet. So, next slide, if we can. The economic impact. Well, the IMF referred to the economic impact as a double whammy. So let's say it's a double crisis. On the one hand, we have here GCC countries are predominantly oil exporting countries. And since the second half of 2014, the oil prices have gone completely down. And COVID-19 has exacerbated the downward trend in the oil prices. Here you can see from 2014 it has gone down, and now COVID, it has gone down.
So COVID-19 has served as a catalyst for lower oil prices. Second, there is an oil crisis, but also in the non-oil sector, there's a complete collapse in the offer and demand. And due to time restraints, I will only lift out and eliminate one aspect. For instance, the tourism sector. If we can see, the tourism sector accounts for approximately 11.8, so let's say 12% in the UAE. Now it's completely down. For instance, in Saudi Arabia, 9% is derived from tourism, and more notably the religious tourism, and the places like Mecca and Medina. So that's now completely down. So there are two observations when it comes to consequences. First, there will be a recession. It's very clear here. I made the numbers myself. This year will be a complete recession. However, next year there will be some economic growth. However, Oman is an exception. There will be no growth. Even the recession will continue. So the first observation is recession. The second observation is the GCC region will have an increase in government debt, which is relatively new because 10 years ago, GCC and government debt weren't synonymous. So this is relatively new that they have to increase their debt. For instance, here you can see Bahrain will have like 15% budget deficit, Kuwait even 25%, Qatar 8%, the rest is around 15%. For instance, Belgium will have approximately 10% of a budget deficit. Is this bad? No, like I said, Belgium, we have been doing deficit spending for at least a decade. We're still a relatively rich country. However, this could impact the credit rates. And there we can see two different kinds of countries. The countries with large financial reserves, Kuwait, Qatar, UAE, Saudi, they still have their A ratings. However, if we look to Bahrain and Oman, it doesn't look so good on the midterm with regard to their credit ratings. So that's something to keep in mind. Because what is happening now as a consequence of the liquidity and the solvency crisis, we can expect a delay in projects. We have already heard of several tenders that were delayed, several tenders that were cancelled, even some invoices that weren't paid. So if you're a company exporting to the GCC, you have problems with payments, inform us, let's see what we can do for you. Second as well, fiscal consolidation will definitely be a consequence of the increase in debt. Because if you have to borrow more on the financial markets, you can finance your debts with that, but you can also finance your debts by attracting more income, for instance, by increasing the taxation. And the GCC sector has been known for its very, very low taxes, but now we see more a movement that they start to tax more. I will give one brief example. It's the example of Saudi Arabia. They've announced to triple their VAT contribution from 5 to 15, 1.5, considerable. But more important for our exporting companies, they will also increase the import duties. Normally in the GCC, the import duties are from 0 until 5%. Well, now from next week, Saudi will implement import duties up to 25%. So for the Belgian companies who export to Saudi Arabia, it's a disadvantage because your product will be more expensive than a local product. So to end, I still have 2 minutes, I think. Let's do a SWOT analysis to see how we should orient ourselves on the market. So first, the strengths of the GCC region are that first, it's a very young and growing population, so it's an ever-expanding market. Second, the internet penetration in the region is one of the highest in the world. Combined with a young and growing population, you get a very tech-savvy, internet-savvy population, which is good, for instance, for the ICT sector. Last, there are some fiscal and debt problems, but they still remain rather and relatively rich countries. And here I compared the GDP per capita. Belgium is here, and we see the GCC countries are as rich or much richer than Belgium, so they still have a high spending power. If we come to the weaknesses, yeah, it remains a very complex business environment.
To explain that, I will need another seminar, but you can always contact me for more details. And the other weakness will be that probably the taxes will increase. Yes, if we go to the opportunities, well, the diversification plans are certainly opportunities because every GCC country has its own diversification plan, which plans to evolve away from oil and away from the public sector towards the private sector. And we in Belgium are a diversified economy, so it's always beneficial to have trade between two diversified economies. Second, while some events are cancelled or postponed, there are still the mega events that will still be organized. For instance, World Exposition Dubai 2020 is only postponed for a year. And around that, a lot of business opportunities will happen. The World Cup football in Qatar in 2020 is still scheduled like planned. To end my opportunities, well, needless to say, the ICT sector or the digitalization sector is definitely an opportunity because we have seen that digitalized economies have suffered the least from the COVID-19 crisis. And for Belgian exporters, I would definitely say, if you're interested in exporting to that region, participate in the GITEC ICT fair in Dubai. The Brussels and the Bloom region as well will have a large stand, and it's a very good opportunity to get acquainted with the market there. The same for the medical sector. The COVID-19 sector has clearly demonstrated the importance of the medical sector. And third, the energy sector remains important. Of course, there are other promising sectors depending on the specific country, but the appropriate economic council can elaborate it more thoroughly. And last but not least, the threats. Well, in some countries, there's already a second wave. If there's a second wave, we don't know how the economy will predict. Second, regional instability. The region is not known for its stability. The rift with Qatar now has its third anniversary. There's still some quarrel between Saudi and Iran. There are still wars in Syria. There's the war in Yemen. There's instability in Afghanistan, in Iraq. So, in a nutshell, it's not a very stable region. And the last thing, it looks like the oil price will be low at the long term. This year, they estimate an average of $35 per barrel. Next year, it may hover between 45 and 50. So the low oil prices are here to stay, which isn't beneficial for the economies of the GCC countries. Thank you for your attention, and I would like to close my statement by saying, if you have any questions, contact your economic counselor. We're here for you to facilitate your business. Thank you very much. Merci beaucoup, Sam. Thank you very much. Et last but not least, maintenant je cède la parole à Karim qui va nous faire un peu un topo, donc présenter Imakina et l'importance du business dans le digital dans les pays du Golfe. Voilà, je te cède la parole, Karim. All right, thank you very much. Thank you, Guilain, for the invitation. Thank you for the panelists for the very good insight. And I hope that all the participants here are well and safe. So I'm Karim, based in the UAE. I've been in the region for 14 years. So I've been around when Dubai started and hit sort of the economic driving rate that we know today. So today I would like to just to give maybe a brief overview of Imakina. Who is Imakina, then Imakina in the region, and then maybe end up on a more sort of a positive note on sort of what kind of traction we see in the region. So Imakina is actually an agency, digital agency that has been created almost 19 years ago. It started with a bunch of friends in Belgium who put two agencies together, and then it went on by sort of M&A process, acquiring agencies in Belgium, but also in Holland and in other places in Europe. So Imakina is actually part of a big entity as of now today. It's more than 1,000 people across around the world. We have 20 offices. I think we can add one more because we actually added one in the US just recently. And we have a staggering growth over the last 10 years. We're almost 204%.
and 25% just in the last 3 years. Most of that growth has actually been mostly sort of a spectrum in Europe, because it started from there and the partners were in the region. And then there was a need to go into other regions, whether it's in the Middle East or in the offices that you see across now. So our main offices are in Europe, but you see we have now an office also in the US, two offices in Turkey and UAE, but also now in Singapore. A few of the clients that you may well recognize with is, of course, Audi, Unilever. We work with Nike, Orange, Deutsche Bank. Those are, our key clients for which we have built, websites. We have looked at how the digital transformation would be beneficial for them, not only from a consulting perspective, but also from a delivery perspective. In terms of clients and industry, which is quite interesting, is that across the group, but also more so in the Middle East, 50% of that are actually from the consumer goods. We've got a major number of clients that is coming from that area, a few from the financial services, and others from institutions and governments. If we have to take that spectrum for the Middle East, I would say that almost 70% is coming from the retail side, 70 to 75% is coming from retail. So what was the story of the Middle East? So we started, just to give you an insight, we started with our first sort of office in Turkey, which was a delivery center, and delivering quite a lot of projects for Europe. And then we sort of expanded to get much more leverage in terms of skill sets by acquiring a company called Witicommerce, who's on a lot of SAP and CX development. That was in 2018. Having sort of the backbone of delivery in Turkey, then we had actually the value proposition to have a setup in the Gulf. So we've built a business plan and say, how are we going to compete in the market? We need to have the right approach. We have good key accounts from Europe. We are sort of technology agnostic when it comes to implementation. And so we've decided that we had the right sort of recipe to tackle the market. So we established the first entity in 2018 in Dubai. And this was almost 18 months back, where we're only about 2-3 people in an office. And it went actually quite fast and quite quick in the sense that we were at probably the good time to do that in terms of the need for digital transformation, not from a public sector, but more from a private sector. And then we started to sign, if you know, in the region with a very good, it's called the Chalhoub Group, which owns more than 55, 60 brands in the region, inclusive of, L'Occitane, Yves Saint Laurent, Cartier, those kind of brands. And then we've done quite a lot of e-commerce websites for them. So it was sort of putting us on the front end to actually develop the market, not only in UAE, but also across the region. A few months after that, we actually won a big contract with Majid Al Futtaim and Altair, which is another two big company here in the region that provide a lot of brands, was quite known, probably the biggest group GCC wide. And then we're also providing e-commerce solutions for those groups. And then we had to sort of complement our key skill set by having actually more or to divest into CRM opportunities. And then we bought an agency called CloudWorks very early 2020, but actually the whole due diligence process and so forth happened end of 2019. And that sort of complement what we had already as a proposal for the region, having e-commerce, CRM along with our key value proposition. In the same year, we had an office in Saudi. So in the space of 18 months, we grew from having 2 employees to probably ending up
at the end of 2020 by about 55 in Dubai, but we're also increasing our delivery capacity in Turkey to support the region. So I think more of an interest for all the attendees today is what was sort of the driving force behind that? How do we see it today? Convergence of all the challenges that we have, not only from COVID-19, but in the region that we are in. We're in the Middle East, which is posed not only by COVID-19, but also by regional challenges, being the Middle East, but also with having some volatility in the region. What we've seen in 2019 is that there was a big push from the private side to move on the e-commerce. And it was mainly sort of the driving factor of a loss in retail in 2017 and 18. And they've realized that in order to maintain their capabilities in terms of sales in the region, they have to move to other channels for sales. So e-commerce was sort of in the starting block with some acquisition from big brands outside the UAE, and they've decided that they will have to do themselves. So with the coming of the Amazon, so forth in the region, they felt a bit worried about how it would come along if on the brick and mortars they lose, but also on the e-commerce they would do. So that is really starting with those big brands putting, quite a heavy investment on the table to make that happen. So we've seen a massive transformation on the e-commerce with almost penetration of 400% increase in the space of last 18 months. And with that is sort of a snowball effect, because if you have big brands going into e-commerce, other brands will go as well because of the high rent for brick and mortar, and also the loss of tourism in the country. In terms of Emakina's approach to that is that we are completely platform agnostic. So we don't specifically come with one technology and we said this is what the client needs, and we're pushed by technology. We looked at what are the challenges, and then based on that, we provide the best solution. So the consulting approach was far more important. And in the region where we're in, it was quite important where the maturity of digital transformation is not at a level that you come in as more of a consultative approach rather than to push product or services. So this is why they liked Emakina. We are not specifically signing up with Salesforce or with SAP or with Magento or with the technology platform. You're coming as a solution provider. And it is the same case for any industry that we're in. We see it today that when you come with not only know-how, not the product itself, but you're coming with bringing the solution to the table and sort of removing the headache. It's a huge difference, as opposed to the Middle East was much more sort of a commodity driving market, and now we see quite the opposite. We have established company maturities starting to increase, and they want to have the right solution like Europe would have. So on the digital front, the Gulf, I would say, the region is probably 4 to 5 years behind. And having said that, is probably quite far, but you have other countries in close to us that are sometimes 7, 8, 9 years behind. I'm not just talking about technology, but infrastructure also and processes to support that. So the digital economy is normally supported by, and mostly by government policies. So that usually sort of activate the whole process of digital transformation in a region. We've seen it in Europe, we've seen it in other places, and it was the same in the GCC. So what we saw in 2019, where the public sector was a bit laid back on that, mostly was driven by the private sector. Today, we see a different sort of picture. With COVID-19, with the challenges that we're in, they are sort of pushing envelopes and budget for digital transformation. So government entities, which is, of course, a big spender in the region, is proven to be the one that will actually sort of accelerate digital transformation.
And to be honest, for a lot of those agencies like us in the region, we were waiting actually for that push, of course, not for that crisis to happen, but for that push to come in to really sort of bring the Gulf to on the roadmap of digital transformation. Fewer banks today at the level of Europe. There's still a long way to go. Today we see a very big change. It's going to be a different picture. We've seen from the government perspective in terms of providing services to SMEs, how they're going to move to digital transformation. So where we are today in terms of opportunities and leads, I would say it's really, really a different story. Even during the COVID-19 crisis, they've had really some key policies to implement those changes and to actually unblock some of the budgets. In terms of the geographical spread in the region, I see that, of course, today UAE is probably the market where we've had the most of opportunities from an e-commerce perspective. But Saudi, up to probably March last year, we're having actually much more than the UAE. The market size is, of course, much bigger, with a vision of 2030, which is laid out last year in terms of development of the country, and also the non-reliance of oil has pushed a lot of those private sectors to look at alternatives, but also to increase margins. So KSA, Saudi Arabia, is probably going to be one of, if not the biggest market in the region. UAE, which also bring the maturity, but has already a bit of the experience in that. We see Qatar as a market, and probably I would say Kuwait. If we'll see from a percentage perspective, I would say that almost 60% will come from. So when we say digital transformation, it's not just about e-commerce that we see. We have opportunities that are on other segments. So digital marketing. Today, there is a lot of demands on that front. We looked at also business consulting from a digital transformation. So CRM, from lead generation, all the way up to delivering, from branding, from marketing positioning. So there is a sort of now a wall-to-wall process that's being established in that. We see a lot, of course, of opportunities that is coming, but of course, there's a lot of entities being setting up in Dubai. So Europeans, companies are now setting up shops in here to provide services, solutions, and also trying to emulate what we've done, which is being technology agnostic and providing the solution for the region. Maybe just like finish maybe that quick introduction, and I'm conscious of time in here, that although you've heard some of the numbers of you heard Sam before referring to some of the deficits, some budget constraint that they may have, I can assure you that what the government, actually the UAE or KSA is doing in part of their mission, have reallocated a lot of the budget that were non-digital into digital. And they've realized in the course of the last 3 months that they were suffering because of lack of integration of systems, that the banking was not as it was supposed to be, specifically when it comes to public and managing expectations from the people living or citizens living in the country. With that, I would say Saudi Arabia is probably taking with the UAE. So that's a bit for me, just giving you a small overview. There is, I think, much more we can say about the region, not only about digital transformation, but also the technology that they are accepting or they are absorbing or wanting to sort of push forward. And I'm free with anyone who has any questions in that regard. Merci. Thank you very much, Karim.
Merci en tout cas pour cette présentation très intéressante. On va passer maintenant, sans plus tarder, au Q&A. Donc, on a reçu quelques questions et la première, je vais directement te la poser à toi, Karim. Donc, on a reçu une question concernant effectivement comment l'environnement, comment le climat de business au Moyen-Orient. C'est une région où les contacts humains sont la clé. Et comment est-ce que ça peut évoluer dans le secteur digital? Est-ce que vous voyez une transition vers une relation moins proche des clients après la crise du Covid? Est-ce qu'on va pouvoir faire beaucoup plus de business via des solutions comme on les utilise actuellement suite à la crise que nous traversons actuellement pour faire justement garder le contact avec ses clients ou ses prospects dans les pays du Golfe? C'était en français ou en anglais? La question est en français, donc tu peux répondre en français comme tu préfères. Okay. D'accord. Dans un premier temps, le pays du Golfe, de toute façon, je pense que restera encore un pays où le client doit être proche, c'est un pays de proximité, ça c'est sûr. Ce qui est intéressant, c'est que, on va dire, les 18 derniers mois ou les 2 dernières années, la facilité de pouvoir s'implanter dans la région devient de plus en plus facile. Le fait de pouvoir aussi travailler, on va dire, sur d'autres pays, même si on est livré en Turquie, mais qu'on a une présence ici, mais qu'il y en a un consultant qui vient de Bruxelles, n'est plus un problème. Il faut toujours une personne qui soit un face-to-face au niveau client. Par contre, à partir du moment où, surtout quand on parle dans le digital, que le travail se fasse autre part, c'est pas un problème. D'autant plus qu'aujourd'hui, on prend des projets comme Lego par exemple, où on a le consulting qui est fait à Dubaï, mais toute la partie delivery est faite en Turquie, la partie design est faite à Bruxelles, la partie coding est faite autre part. Donc, ce fait-là est devenu maintenant accepté. Peut-être si c'était à 5 ans, 6 ans, ça ne l'aurait pas été, parce qu'il y a toujours cette sécurité au niveau data et ainsi de suite. Aujourd'hui, on ne le voit pas. La seule chose où il y a une différence, là où peut-être mettre le point, c'est que il y a toujours ce qu'on appelle le data residency dans le Moyen-Orient. C'est-à-dire que les data doivent rester dans la région. Ça, c'est le cas pour le public, pour le service public. Donc, tout ce qui est gouvernementaux, malheureusement, si on utilise des plateformes avec des serveurs qui se trouvent autre part, c'est un peu différent. Mais ça va changer. D'ici fin d'août, on pourra proposer des solutions qui seront avec des data résidence autre part. Ça, c'est vraiment énorme. Ça, c'est ce qu'on attendait ça pratiquement depuis 3 ans. Aujourd'hui, Microsoft a signé avec Mubadala, avec Etisalat, pour avoir justement ces serveurs qui soient ici ou pour pouvoir accepter des serveurs qui soient autre part. Donc, oui, moi, je vois en tout cas aujourd'hui qu'il y a une facilité, en tout cas, vers ça. Par contre, la proximité clientèle, malheureusement, c'est toujours très difficile de le faire depuis un autre pays. Merci beaucoup. Et je vais tout de suite continuer avec le peu de temps qui nous reste. J'ai une question pour Sam qui concerne les vols et les voyages. Peut-être qu'aussi Karim, puisque toi tu es basé à Dubaï, vous pouvez tous les deux répondre. Quand vont reprendre les vols vers Dubaï, vers tous les pays du Golfe? Comment, par exemple, Emirates, est-ce que vous avez des informations à ce sujet? Sam, peut-être? Yes. Okay. Yeah, that's a little bit the $1 million question, of course. It are 6 different countries, and every 6 countries will have a different approach based on their local situation. If I can speak about my countries, Kuwait, Qatar, Bahrain, I would recommend, unless you have very urgent business, which are state matters, we can always find some solutions. But if not, the best is in September. I think the best is to come in September, because even, for instance, Kuwait, they don't know it yet. But even if it would be possible, if you would come in end of July, beginning of August, we don't know yet the modality. So it's possible that you have to be quarantined for 2 weeks. So I would say for my countries, unless you have very urgent state matters there, don't come before September. And if you come, always contact me, because in the GCC, the information changes from a day-to-day basis. And sometimes it's not even clear. So it's a little bit chaotic in the GCC. So it all depends.
somewhere in the summer it will be open. Dubai, they want to already open beginning of July. If it will be possible, nobody knows, but we will see. Qatar, it's already certain it will be more towards September. So different approaches. The best thing to do is contact me when you make plans, or contact my colleagues because they know up-to-date information. And maybe Karim can compliment me, or well, for the I would advise to maybe book a ticket now for Dubai. I would say you may want to wait until the 15th of June, where they will actually announce sort of the bilateral organization between Belgium and the UAE in terms of flight, but mainly if you have to quarantine yourself. So as of now, you will have to quarantine yourself, but it could be that the 15 might be a different rules on that. So we don't know yet, but we've got a target date of 15th of June. But as Sam said, we have flights organized already on the 1st of July. Thank you very much. Merci à tous les deux. Je pense qu'on a terminé avec, voilà, on avait peu de questions, mais vous avez été très complet. Merci en tout cas à Karim, Sébastien et Sam pour vos présentations. C'était très intéressant. Vraiment, donc restez connectés parce qu'effectivement, notre série de webinaires sur l'état du monde se termine aujourd'hui avec cette session consacrée à l'Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Mais on va organiser dans les prochaines semaines d'autres activités. Les salons, donc là, Sam en avait parlé, le GITEX est prévu du 6 au 10 décembre cette année. Il y a toujours moyen de participer via le stand organisé par Hub Brussels. Vous pouvez vous inscrire. Les liens sont sur notre site internet. Effectivement, on avait pas mal de missions prévues fin de cette année dans la zone Afrique du Nord, Moyen-Orient, notamment une mission au Maroc. Il y avait les Brussels Day qui devaient coïncider avec l'exposition universelle à Dubaï. Donc, toutes ces actions, effectivement, la mission au Maroc probablement reportée début 2021, restez à l'écoute. L'expo universelle, donc, elle va débuter le 1er octobre 2021. Donc, ce sera dans la foulée que nous organiserons notre semaine pour mettre en lumière le savoir-faire belge, le savoir-faire bruxellois lors de cet événement. Donc, restez connectés à nos réseaux et vous allez être informés de tous ces prochains événements. Et aussi, en attendant, effectivement, nous prévoyons d'autres événements. Donc, je vous remercie à tous pour votre attention aujourd'hui et je vous souhaite une excellente journée. Et comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à profiter des terrasses et des restaurants qui sont à nouveau ouverts depuis hier. Merci. Au revoir.